Segment interview avec Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations. En gros, un festival où on discute, dont vous organisez la 5e édition le 6 avril sur le thème la conversation et l'engagement à la boutique JM Weston dans le 8e arrondissement. Alors, elles débuteront en soirée jusque dans la nuit. Pas bon pour le sommeil, ça. Non, mais voilà, comment ces rencontres et conversations sont-elles organisées? Quels sont les sujets qui tiennent les conversations? Alors, qui choisit très démocratiquement, c'est moi qui choisis un thème tous les ans. Cette année, j'avais envie de parler de l'engagement, de l'engagement en conversation d'abord, parce que c'est ce qui fait la différence, je trouve, entre une conversation et un bavardage. C'est qu'on s'engage dans une conversation, on s'engage physiquement, on s'engage en termes de temps, on s'engage en termes d'énergie, etc. Et donc, je trouvais que c'était intéressant, particulièrement dans une année qui est une année électorale, ça vous aura pas échappé, ni à Ben&J, où on a tendance à plutôt privilégier la petite phrase ou l'accrochage ou l'invective, plutôt que la conversation et l'échange. La conversation, c'est la base de notre vie en société. Elle peut prendre plein de formes aujourd'hui. Et tous les ans, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière justement les conversations en disant, aujourd'hui, on est tous propriétaires de ça. Moi, je ne suis pas propriétaire du mot conversation. Et on a tous la possibilité de pouvoir, assez facilement, finalement, créer une conversation dans le métro, à son bureau, n'importe où. Aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est que dans les bureaux, les gens qui conversent le plus, c'est probablement les gens qui fument. Parce qu'ils se retrouvent en bas, et donc on ne peut pas redire qu'il faut fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais en revanche, c'est bon pour la conversation. L'ambition du festival cette année, c'est donc de montrer, ce que c'est qu'une forme d'engagement et comment on s'engage en conversation. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'aller converser, dialoguer, échanger avec les autres. Pourquoi d'entendre le point de vue de l'autre est important. On peut ne pas être d'accord avec lui. Et en revanche, c'est l'intérêt d'une conversation, c'est que, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut se mettre dans un état d'esprit de conversation. Ouverture. Ouais, ouverture, accepter le point de vue de l'autre, se dire que c'est pas grave si je suis pas d'accord, mais au moins j'ai appris quelque chose. On peut changer d'avis aussi. Bien sûr, on n'est pas à l'abri. Qui participe? Qui font les débats? Alors, tout le monde vient, c'est ouvert au public. L'idée, c'est que chacun vienne se mêler à la conversation. Donc, pour chacune des conversations, en revanche, donc à l'intérieur de ce thème sur l'engagement, il y a des sous-thèmes, entre guillemets. Donc, par exemple, la première conversation qui démarre à 19h30 a pour thème « La conversation n'est pas un luxe ». Et donc, du coup, les gens viennent, à partir donc, de 19h30, ça va durer jusqu'à vers 2-3 heures du matin, et les gens viennent piocher des sujets. Tout le monde peut parler, hein? À tout le monde. Tout le monde. La seule règle, c'est on ne s'interrompt pas. Vous dites, engager la conversation, c'est prendre le risque d'aller vers l'autre. C'est le prendre le risque d'une bonne surprise. C'est aujourd'hui, on vit dans un monde aujourd'hui sur lequel il y a un monsieur que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui a il y a 11 ans, qui était un conseiller européen et qui était Michel Barnier, et qui a créé, inventé et érigé une loi qui s'appelle le principe de précaution. Quand vous vivez dans une société qui est régie par le principe de précaution, vous êtes frileux systématiquement sur tout. Et moi, mon rêve, c'est qu'on remplace le principe de précaution par le principe de confiance. Et quand je dis prendre le risque d'une conversation, c'est ça. Faites confiance à la personne qui est en face de vous. Si vous êtes dans une démarche d'une conversation où la personne, vous défiez de la personne qui est en face de vous, vous n'aurez pas une bonne conversation. Vous serez vous-même en train de jouer, donc vous ne serez pas sincère. Et de l'autre côté, vous n'écouterez pas ce que dit l'autre, parce que de toute façon, et c'est le propre des politiques aujourd'hui, c'est que finalement, ils arrivent en n'ayant que des certitudes, et en considérant que celui qui est en face d'eux est un ennemi à abattre. Ou un idiot. Ou un abruti, effectivement. J'ai l'impression aussi que les gens ont plus peur de discuter aussi de tout et de rien. Ils fuient même les sujets. Ah oui. D'abord parce qu'on a toujours, on a peur de... On a peur de l'échange de l'autre. On a peur finalement parce que la conversation, c'est aussi une forme de façon de se retrouver face à soi-même. La conversation, c'est la bienveillance. Et on ne doit pas essayer de coincer l'autre. On ne doit pas essayer de tordre les idées de l'autre. On doit être dans une approche où, au contraire, on va construire avec l'autre. Converser, étymologiquement, ça veut dire faire avec. Et puis, est-ce que vous pensez aussi que c'est une forme de manque de point de vue, de connaissance ou... Non, parce qu'on peut parler de tout avec une conversation. Je pense qu'il n'y a pas besoin... ce que je dis toujours, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac+5 pour pouvoir faire une bonne conversation. Oui, mais quand on fait une conversation, il faut avoir des arguments à mettre en place. Par exemple, moi, je donne mon exemple. Moi, j'aime bien converser. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait le lunch show et toutes les émissions d'Amour Radio. Mais je trouve que, voilà, moi, j'aime bien converser parce que j'aime bien qu'on me contredise, qu'on m'approuve si j'ai raison, qu'on m'apprenne des choses. Je suis pas là pour balancer des choses et que... Tout si je vous invite, c'est parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur les invités sur le plateau. Mais j'ai l'impression de pas les inviter sur le plateau, mais d'ailleurs aussi que quand je balance un sujet pour avoir l'avis de l'autre, les autres sont très restreints dans leur conversation parce soit j'ai l'impression qu'ils ont pas d'arguments, qu'ils ne sauront pas les défendre, mais aussi parce qu'ils se disent que ça va partir en dispute. Alors c'est pas parce que je défends mon opinion et que je lève le ton que ça va partir en dispute. Mais parce que je pense qu'on n'est pas toujours équipé sur des conversations, vous avez raison.
je pense qu'aujourd'hui, on a cette crainte de l'autre. On vit à la fois dans un monde où le conflit est de plus en plus présent et où en même temps on essaie de le fuir parce que naturellement on n'a pas forcément envie de se fighter en permanence. Pourquoi j'ai lancé ce truc-là qui est quand même d'une basique à toute épreuve. La conversation, oui, parce qu'il y a le festival, il y a aussi une journée de la conversation. Il y a des journées, tous les 2 mois j'organise un bazar des conversations au bazar rue des écoles. Ça existe au Maroc maintenant, on l'a lancé au Maroc, on a donc ces accords aux États-Unis, etc. qui existent. Je crois que ce qui pour moi était important, c'était de se dire que si on ne se parle pas, on ne se comprend pas. Si on ne se comprend pas, on ne se connaît pas. Et si on ne se connaît pas, on continue à monter ces murs qui nous isolent les uns des autres. Et que pour moi, la conversation, c'est un rôle essentiel qui consiste à pouvoir comprendre qui est l'autre. Prendre le risque de la conversation, c'est tout d'un coup de comprendre qui est l'autre. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord. C'est amusant d'ailleurs de voir que le premier sujet de conversation, enfin le sujet de conversation favori des Français, et ça c'est un point commun mondial, c'est la météo. Alors on se dit mais pourquoi ça dure pas longtemps aussi la conversation. Non, mais parce que du coup la météo c'est un bien commun. C'est-à-dire que se dire tiens t'as vu aujourd'hui il fait beau. Tout d'un coup c'est une façon de se mettre en confiance pour démarrer une conversation. Alors si elle reste que sur la météo, je suis d'accord avec vous, au bout de 3 secondes, il fait beau. Et hier il faisait moins beau. Bon et on passe à autre chose. Mais en revanche ça rassure les gens. C'est-à-dire qu'on a besoin au travers de la conversation de se sentir rassuré. Mais c'est drôle de voir aussi qu'il y a des cultures de la conversation qui sont différentes d'un pays à un autre. Mais il suffit aussi d'avoir le bon ton aussi. Ça veut dire qu'on peut accepter que l'autre lève un peu le ton, mais il suffit de radoucir en réponse et vice-versa. Mais c'est pas parce qu'on lève le ton, on ne dit pas de crier, mais d'affirmer quelque chose, ça veut pas dire que ça va partir en dispute. Non, et puis on peut affirmer en utilisant autre chose que sa voix. Moi je trouve que la conversation, c'est excessivement sensuel. C'est-à-dire que alors, il y a plein de formes de conversation qui existent aujourd'hui. Le digital en est une et en permet d'ouvrir sur plein de conversations différentes. Et ça, c'est une vraie richesse qu'on a à notre disposition. Mais en revanche, tout ça ne remplace jamais la sensualité d'une vraie conversation. C'est-à-dire où, à un moment donné, on va avoir un échange qui est un échange physique, où on va mettre en avant le regard, l'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Et ça, c'est ce qui, pour moi, est la version ultime ou aboutie de la conversation, et qui est un truc assez fascinant à avoir. Alors, vous allez partager quelques petits conseils. Alors, un conseil pour entretenir une bonne conversation avec un inconnu sur n'importe quel sujet. Toujours regarder les gens dans les yeux. Être en face à face, mais se mettre aussi à la portée d'eux. Tout à l'heure, je parlais des... Ne pas croiser les bras. Oui, ça encore. Oui, parce qu'il paraît que si on croise les bras et si on se met en arrière, ça veut dire qu'on recule. Pourtant, moi, je croise oui, moi aussi, ça, je sais pas. Non, mais il y a un jour, je discutais, je faisais une intervention dans une entreprise sur les conversations. Et le patron de là-bas me dit ouais, on a énormément de mal, vous comprenez, à converser, à avoir des échanges avec les délégués cégétistes que l'on a dans l'entreprise. Comment il faut faire? Je dis je sais pas comment ça se passe. Il me dit voilà, quand il y a un conflit ou autre qui va se passer, on convoque le responsable syndical. Et je dis mais ça veut dire que vous êtes combien? Bon, on est 4. Et lui, il est combien? Il est tout seul. Et donc vous êtes 4 d'un côté de la table et lui de l'autre. Je dis mais il n'y a pas de dialogue possible. Et je dis, vous savez, il y a des fauteuils en S, donc c'est ce qui s'appelle une conversation, où on est assis en face à face, et on est assis à la même hauteur. Donc je ne vous demande pas de négocier avec un syndicaliste forcément comme ça, mais en revanche, comment on fait pour aborder quelqu'un? C'est en se mettant au même niveau à tout point de vue, physique, temporel, dans la façon de regarder les gens. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, il se passe quelque chose. Il ne s'agit pas d'avoir un regard agressif, mais simplement de regarder, de capter l'attention de l'autre. Ça, pour moi, c'est une première chose importante. Un conseil pour une riche conversation avec son entourage sur un sujet sensible. Prendre le temps. Une conversation, ça nécessite du temps. Une conversation, ça nécessite des silences. Il faut accepter que dans une conversation, on ne dise rien pendant un temps. C'est vrai. Parce que ça permet d'écouter l'autre. Les Inuits, dans certaines tribus Inuits, une bonne conversation, en 1 heure de temps, vous avez eu 5 phrases d'échanger. Parce qu'on prend le temps de l'autre. Les Kanaks, en Nouvelle-Calédonie, conversent énormément par le regard. Les yeux sont excessivement expressifs et disent en permanence quelque chose. Donc, et quand on est sur un sujet un peu tendu, le fait de prendre le temps, c'est aussi une façon de désamorcer la tension. C'est aussi une façon d'apaiser les gens.
mais surtout, c'est faire qu'une seule chose à la fois. Quelle que soit la façon, si on a une conversation physique comme on a là, ou sur Internet, par Skype ou autre, faites pas deux choses à la fois. Il n'y a rien de pire que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous prenez votre téléphone au même moment. C'est clair. Vous pouvez pas dire à la personne, si je t'écoute, on est en même temps. Donc, je pense que l'important dans la conversation, c'est de ne faire qu'une seule chose à la fois. Ça veut dire que vous pensez que si on a, par exemple, on est avec quelqu'un et qu'on a 2-3 minutes, c'est pas très intelligent de lancer une conversation qui peut être engagée, si? Aujourd'hui, la chance que l'on a avec tous les outils qu'on a à notre disposition, c'est qu'on peut arrêter une conversation, mais jamais totalement l'interrompre. Parce que on est en permanence connecté. Donc, si on veut regarder les nouveaux arrêts de bus, on peut même charger son téléphone. Donc, on peut ne pas avoir une conversation qui va s'arrêter parce qu'on est en train d'échanger avec quelqu'un. Non, je pense qu'on n'a pas... Il faut y consacrer du temps, c'est-à-dire qu'il faut y consacrer son énergie. Pour ça, je parle de l'engagement. C'est ce qui va différencier le bavardage de la conversation. Je pose ça parce que c'est vrai que des fois que, par exemple, on arrive sur des conversations et on est en fin de route, par exemple, avec quelqu'un, et je trouve ça chiant que, par exemple, quand on n'a pas fini de débattre sur le sujet, et on sent que soit la personne veut interrompre très rapidement, du coup, et puis, parce qu'elle n'a pas d'argument, ou bien que, voilà, elle soit interrompue, et c'est quand même chiant, quoi. Alors, il y a un endroit où on voit que les conversations renaissent. Il y a un ethnologue avec lequel je bosse depuis des années que j'adore, qui s'appelle Pascal Diby, qui vient d'ailleurs au festival tous les ans, et qui sera encore là cette année, qui a écrit un livre qui s'appelle L'ethnologie de la porte. C'est très intéressant de voir au moment de partir, comment les conversations se recréent à un pas de porte. On le voit tous quand on fait des dîners chez soi, plutôt que de dire bon bah essayons, on s'en va et on part, les gens restent et on continue à parler et on redémarre sur quelque chose. Et il y a une espèce de symbolique de la porte qui a à la fois la peur de ça va se fermer, on va arrêter quelque chose physiquement, et en même temps de ça va ouvrir sur autre chose. Donc c'est assez rigolo à voir. Enfin, un dernier conseil pour partager une idée, lancer une discussion et non l'imposer. Pareil, je pense que déjà c'est dans la posture à avoir, c'est-à-dire que dans les intentions à avoir, dans la façon de commencer à formuler sa phrase, toujours se poser la question, alors vous allez me dire ça coupe la spontanéité, c'est pas si vrai que ça, c'est pas vrai, parce que je pense qu'il faut, ça devient un exercice aussi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on finit par adapter son mode de fonctionnement, mais pas arriver en disant moi je pense que ça. C'est devient tout de suite un peu violent. C'est-à-dire qu'on va être dans l'invective en disant moi, je, machin, etc. Ou c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. C'est les légumes, il faut les acheter que chez eux parce que sinon c'est pas bon. Là, ça va couper. On n'est plus dans la conversation. On va être dans le fait d'imposer quelque chose et donc du coup d'avoir l'autre qui dit soit de dire je suis pas d'accord avec toi et donc là on sent que tout d'un coup ça va monter donc on va être soit on va se retrouver un peu en décalé. Donc non, je pense que les bonnes règles d'une conversation c'est faire une seule chose à la fois, deux, se mettre dans ce que j'appelle l'état d'esprit d'une conversation. Vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure c'est, j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est fondamental. Je peux accepter d'avoir mon point de vue qui bouge et je peux accepter que le point de vue de l'autre soit un point de vue intelligent. Et pas partie des conseils, mais comment on fait pour équilibrer l'énergie d'une bonne conversation? Ça veut dire que ne pas se laisser bouffer par les gens qui vont et puis on n'a plus rien à dire ou on sait pas comment, on n'a pas le temps de réagir, et aussi justement pour essayer cette personne qui est prête à la conversation mais qui avale et fatiguée à la fin. Moi j'adore, il y a des gens qui ont des conversations que j'appelle, ils sont en apnée, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas les interrompre parce qu'ils sont sur une phrase qui est un truc qui est monocorde, ils ne respirent pas. Alors c'est l'impression que vous dites à un moment il va mourir, il n'y a rien. Or il faut gentiment, donc moi ça c'est tout l'exercice, mais j'adore faire ça, l'exercice du festival pour ça c'est très drôle, c'est-à-dire que j'anime les 7 conversations à chaque fois, et c'est de rebalancer la conversation, c'est d'échanger avec la personne, c'est de voir quel est celui qui ose moins, et on voit parce qu'il y a des personnalités différentes, qui ont des histoires, qui ont des parcours différents, qui ont des points de vue différents, et c'est de faire en sorte que ça tourne à un échange, et encore une fois à quelque chose qu'on construit. J'aime beaucoup quand une conversation se termine, se dire, tiens, c'est drôle le cheminement qu'on a fait. On est parti de là, et voilà où on est arrivé. Et de se rappeler tous les méandres qu'on a pu faire. Ça, je trouve que c'est assez joli, et il y a une vraie spontanéité, et il faut garder ça. Qu'est-ce que vous pensez du Festival des conversations? Je trouve que c'est une excellente idée. J'aime... effectivement, quand on fait sa propre introspection et qu'on se demande quand est-ce qu'aujourd'hui on a des conversations, déjà on a l'impression d'en avoir de moins en moins. C'est vrai, hein. Et au final, les vraies conversations, on en a parfois avec son conjoint jusqu'à pas d'heure. Ça arrive sur des sujets importants, sur des sujets importants de la vie ou sur des sujets beaucoup plus légers. On en a en soirée avec des amis souvent autour d'une bonne bouteille de vin ou autre. Mais on a quand même le sentiment que c'est quelque chose qu'on a de moins en moins. Et en tout cas, à chaque fois qu'on l'a,
on en sort grandi. On a vraiment l'impression d'avoir partagé quelque chose, construit quelque chose avec quelqu'un, donc améliorer sa relation avec la personne, parce qu'ensemble, on a construit quelque chose ensemble, une conversation, effectivement, dont on peut suivre le cheminement. Et voilà, donc on a ce sentiment, à la fin d'une conversation, d'avoir pas forcément abouti à faire joindre les deux bouts, mais c'est pas forcément le but de la conversation, c'est plus une ouverture d'esprit sur avoir des échanges et au final ça renforce ce lien social et ce contact physique qui est important. Vous avez bien calculé votre coût, hein, puisque vous sortez le même jour du festival un livre intitulé Le pouvoir des mots, oser les conversations, chez les éditions Erol, à 12 €, pas très cher. Alors, doit-on lire le livre avant d'arriver au festival? Non, le livre... Avant d'être bien préparé. Non, surtout pas, il faut garder la surprise de la conversation. Non, le livre, il est fait pour... Enfin, il raconte un peu le parcours que moi j'ai eu depuis 5 ans, ces découvertes que j'ai pu faire dans différents pays, ces façons aujourd'hui les conversations sont en train de renaître parce que je pense qu'elles sont en train de revenir, c'est un certain nombre de choses, et donc voilà, c'était ça qui m'amusait, qui m'intéressait à faire, et puis voilà, et puis modestement à la fin de donner quelques conseils, mais y compris une recette de cuisine, puisque la conversation c'est également un gâteau. Donc voilà. Le livre est très intéressant, ça se lit rapidement en plus. Vous l'avez pas dit, mais moi je vous conseille quand même, avant d'arriver au festival, de lire, en plus ça se lit vite. Alors jusqu'où voudriez-vous aller avec votre festival, votre journée de conversation, tout ça? Je sais pas. Moi, j'ai juste envie que les gens se disent en rentrant chez eux, ah bah tiens, je vais faire une conversation avec mon voisin, ou tiens, on va se parler, ou tiens, on va se faire un truc comme ça. Alors, information, festivaldesconversations.org, on peut encore s'inscrire? Oui, bien sûr. Exact. Et puis, il n'y a même pas besoin de s'inscrire pour celui-là, vous venez comme vous êtes et comme vous voulez. D'accord, super. Combien de participants attendez-vous? Alors, ça, c'est très antinomique. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les conversations où il n'y a pas trop de monde, parce que sinon, ça devient compliqué. Mais la jauge de la salle, c'est 200 personnes. Donc, voilà. Et puis, ça serait, encore une fois, c'est jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Donc, vous pouvez venir à tout moment, en sortant d'un resto, en sortant du ciné, on est sur les champs. Venez partager un moment de conversation. C'est clair. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.